85% des utilisateurs Vestiaire Collective disent que utiliser notre plateforme leur permet de s'éloigner progressivement de la fast fashion et d'acheter moins mais mieux. BNP Paribas Personal Finance vous invite à découvrir On The Way, le podcast qui explore les chemins de la consommation responsable. Entrepreneurs, acteurs du monde de l'entreprise ou chercheurs, On The Way donne la parole à ceux qui agissent jour après jour pour construire une consommation plus durable. Bienvenue et bonne écoute. Bonjour On The Way, je suis Hortense Pruvot, responsable impact chez Vestiaire Collective depuis un peu plus de 2 ans maintenant. J'ai toujours eu cette réflexion sur qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire de ma vie professionnelle qui aurait un sens et qui me donnerait envie de me lever tous les matins. J'ai commencé par le concours de médecine que j'ai pas eu. Je suis partie faire de la sociologie en Angleterre. Je suis revenue ensuite en sciences politiques à Paris. C'est là que j'ai pris mes premiers cours sur l'environnement. Avant, j'étais plus vraiment sur le volet social, sociologique. C'est aussi là que j'ai croisé la route d'Ashoka. On a fait une mission, un projet collectif étudiant pour Ashoka. Pendant 1 an, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs du changement, du monde de l'économie sociale et solidaire. Ça m'a mis plein d'étoiles dans les yeux, ça m'a donné plein d'idées. C'était vraiment, vraiment chouette. Mais après ça, j'avais quand même aussi une envie qui était de voir comment l'économie, les grandes entreprises qu'on connaît tous se saisissent de ces enjeux. C'était les débuts des directions RSE. Et donc, je suis partie chez Synergence, un cabinet de conseil en développement durable et en stratégie RSE, qui ensuite a rejoint Deloitte. Donc, j'étais dans le pôle Deloitte développement durable. Au départ généraliste, stratégie RSE pour plein de grands groupes, beaucoup d'agroalimentaire, finance, etc. Et puis, à un moment donné, avec ma collègue et amie Clémence, on a eu envie de monter un pôle sur la mode durable parce que c'était le grand absent de nos clients. Et on se disait que cette industrie ne bougeait pas assez, commençait tout juste sa prise de conscience, ce qui nous paraissait bizarre, là où, par exemple, les filières agroalimentaires étaient quand même beaucoup plus avancées. Donc, voilà, on a pris nos petits bâtons de pèlerin, on est allé rencontrer plein de monde dans la mode durable à Paris. Et puis, 1 ou 2 ans plus tard, j'ai croisé la route de Dounia Vaughan, qui est donc la Chief Impact Officer de Vestiaire, qui venait de rejoindre Vestiaire Collective et qui cherchait son bras armé pour construire sa stratégie, monter l'équipe. Vestiaire Collective est né en 2009, donc faut bien se dire qu'en 2009, la seconde main, n'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. C'était pas à la mode, justement, surtout dans le milieu de la mode. C'était considéré, c'était quelque chose dont on ne parlait pas, c'était considéré comme cheap, ça ne se faisait pas, la seconde main. À l'époque aussi, il y avait que des généralistes de la seconde main, comme eBay, Le Bon Coin. Et donc, les 6 cofondateurs, dont 2 sont encore parmi nous, et sont les co-dirigeantes, donc Sophie Hersan et Fanny Moisan, qui avait l'intuition, qui elle venait particulièrement pour le coup de ce monde de la mode et du luxe, du mannequinat, des défilés, et qui ne pouvait que constater le gâchis accablant de pièces juste magnifiques qui étaient utilisées parfois juste une poignée de secondes et qui ensuite allaient dormir dans des placards. Donc l'idée, vraiment, l'intuition, elle était très impact déjà. C'était vraiment de faire circuler, de donner une 2e et une 3e vie aux vêtements. Et puis, il y avait aussi l'intuition, du coup, pour prendre le contre-pied des marketplaces très généralistes comme Le Bon Coin et eBay, de créer une vraie marque de mode, avec un ADN mode, avec une ligne éditoriale claire, et de générer de la confiance dans ce marché. Parce que quand on achète des pièces de 1 000 € en ligne, et voire même de 10 000 € en ligne, parce qu'on vend aussi des sacs Hermès, etc., c'est très, évidemment, le facteur confiance est très important. Donc, pour ça, elles ont inventé même un métier de toute pièce, l'authentification, qui se calque un peu sur les métiers des experts qu'on peut trouver en maison de vente. Donc des personnes qui connaissent par cœur tel designer de telle année sur tel sac, il y avait telle couture, telle typographie, telle fermeture. C'est vraiment un monde palpitant. Si vous avez l'occasion un jour de venir à Tourcoing pour visiter le centre d'authentification, c'est absolument génial. Donc voilà. Et à l'origine, ça s'appelait Vestiaire de copines parce qu'il y avait un aspect communauté très important, qui est toujours très important, mais avec l'expansion internationale, le nom a changé pour Vestiaire Collective. Donc
Aujourd'hui, en 2022, Vestiaire Collective est présent dans plus de 80 pays. On est proche de 1000 collaborateurs. Quand je suis arrivée il y a 2 ans, on n'était que 300. Donc, c'est vraiment une expansion en partie récente. On est présent donc sur 3 continents, l'Europe, l'Asie et les Amériques au sens large. Pour donner une idée de la taille, on a un peu plus de 5 millions de pièces, un peu plus de 125 000 nouvelles pièces mises en ligne chaque jour. Et une communauté de plus de 20 millions d'utilisateurs, donc acheteurs, vendeurs ou les deux. Donc la communauté Vestiaire Collective, en majorité des femmes, mais pas que. Et d'ailleurs, les utilisateurs hommes grandissent beaucoup aussi. Donc on a notre récente campagne de marque introduit 5 personnages. Je ne sais pas si vous avez croisé les campagnes d'affichage dans le métro. Sont représentés sous la forme de marionnettes, qui sont nos 5 principaux profils d'utilisateurs vestiaires. On a Lady Green, bien sûr, qui est en recherche d'une consommation plus responsable, qui est typiquement un profil à la fois acheteur et vendeur, qui est vraiment les 2 pieds dans la circularité. On a Rich, qui est plutôt un ou une vendeuse, donc qui fait ça presque comme de manière amateur, mais comme un complément de revenu. On a Hunter, qui sont les professionnels du vintage, donc ceux qui connaissent justement par cœur tel designer en telle année a fait tel sac qui ne se fait plus, et donc en recherche vraiment de pièces uniques. On a Miss Classique, typiquement des utilisateurs en recherche plutôt de classiques intemporels, indémodables, de belles pièces, le trench Burberry, le sac en cuir Céline. Et puis Drops, bien sûr, parce qu'il y a aussi toute une partie de nos utilisateurs qui sont là pour l'accessibilité, puisqu'en seconde main, il y a une décote qui s'applique bien sûr sur les produits qui permet de faire des bonnes affaires et de trouver des très belles pièces à prix cassé. La marque Vestiaire Collective a 4 piliers. La mode, dont on a un peu parlé, bien sûr, donc la volonté d'avoir une sélection triée sur le volet. D'ailleurs, il y a une équipe chez nous qui s'appelle la curation, donc qui fait cette sélection à l'entrée du catalogue. Et puis, on a donc des vraies campagnes de marque. Vestiaire Collective, voilà, c'est pas une plateforme, une marque blanche, c'est une marque avec une identité, des choix éditoriaux et une voix propre. On a un pilier confiance, dont on a aussi un peu parlé, donc qui prend vie, bien sûr, dans ce savoir-faire d'authentification. À la fois, alors qui n'est pas seulement comme on pourrait l'imaginer sur la joaillerie, les pièces rares, mais même une basket Balenciaga, il y a de la contrefaçon, donc il faut savoir l'authentifier. Donc sur le prêt-à-porter, sur le sport, sur toutes les pièces au-delà d'une certaine somme, 1 000 € en l'occurrence, au-delà de laquelle on considère que les risques de contrefaçon sont vraiment présents. L'utilisateur peut choisir de faire authentifier son article. C'est juste qu'on ne l'impose pas en dessous de 1 000 € parce qu'on considère que le risque est moindre. Un pilier communauté dont on a aussi un peu parlé, qui est très important, de faire vivre cette économie de la fonctionnalité, cette économie du partage, donc d'avoir vraiment l'impression que moi je vais acheter un pull à Dominique et Dominique peut même me raconter l'histoire de la pièce en me le vendant, donc voilà, de permettre aux acheteurs et aux vendeurs d'échanger entre eux pour créer cet aspect de collectif. De collectif engagé, en l'occurrence, dans un changement de consommation. Et puis le dernier pilier, bien sûr, l'impact, et là qui se décline donc à la fois dans l'ADN de la marque et dans le constat dont on a déjà parlé, du gaspillage vestimentaire, mais aussi dans la stratégie impact qu'on met en place. L'impact fait partie de l'ADN de Vestiaire Collective et en même temps, il y a un peu plus de 2 ans, au moment où les marketplaces de seconde main se démultipliaient, encore une fois, Fanny et Sophie ont eu l'intuition que ça suffisait plus d'être une entreprise 100% circulaire, qu'il fallait aussi avoir une stratégie impact proactive, entre guillemets. Et donc, on a développé une stratégie autour de 4 piliers, encore une fois. Le premier pilier, l'exemplarité, qui a très vite pris forme à travers la certification B Corp, qui est la certification la plus exigeante en matière de RSE, qui touche vraiment tous les champs de l'entreprise, de la gouvernance à l'environnement. Donc le pilier exemplarité très interne, très concentré sur les politiques internes et les employés, réveiller en eux l'activisme. Le deuxième pilier sur la mesure d'impact et l'amélioration de notre empreinte environnementale et sociale, et notamment la stratégie climat.
Le troisième pilier autour de la communauté. Comment on fait vivre ce sujet aussi dans le parcours utilisateur. Comment on récompense et on encourage ces utilisateurs qui ont fait le choix de la circularité et on les encourage à aller plus loin même dans la circularité. Et le dernier pilier de l'écosystème. Donc nous, on est à cheval sur 2 écosystèmes, la mode et la tech. En mode, on porte vraiment la voix de la seconde main, des bénéfices environnementaux de la seconde main. Et dans la tech, plutôt la voix de la place des femmes, puisqu'en tant qu'entreprise, l'idée par 2 cofondatrices, on a une légitimité et puis c'est des sujets très importants. Par rapport à une entreprise classique, Vestiaire Collective, et comme toutes les entreprises 100% circulaires d'ailleurs, comme Back Market que vous avez reçu aussi, on travaille sur 2 volets de mesure d'impact. Le volet classique qu'ont toutes les entreprises, qui est la mesure de tous nos impacts directs et indirects, et un volet plus sur une catégorie qu'on appelle les impacts évités. Donc justement pour aller chercher et objectiver ces bénéfices environnementaux de la seconde main. Donc on travaille avec les méthodologies relativement classiques de la mesure d'impact environnemental, les analyses de cycle de vie, où là on travaille sur la comparaison de 2 scénarios, le scénario d'acheter du neuf en magasin versus le scénario d'acheter de la seconde main sur Vestiaire Collective. L'analyse de cycle de vie, ça permet de regarder toutes les catégories d'impacts environnementaux, donc pas juste le carbone, l'eau, la biodiversité, etc. Ça permet aussi de regarder tout le cycle de vie du vêtement, donc de la production de la matière première jusqu'aux coûts environnementaux de la fin de vie, de la gestion des déchets textiles. Et donc, avec ces analyses de cycle de vie qu'on a fait sur nos principales catégories de vêtements, on s'est rendu compte qu'en moyenne, le bénéfice environnemental d'acheter sur Vestiaire, il était x10. Ou si je le dis autrement, ça coûte 10 fois moins à l'environnement. Donc le coût environnemental est 90% inférieur d'acheter une pièce sur Vestiaire Collective par rapport à l'acheter en neuf. Donc c'est juste énorme. On a plusieurs pistes pour expliquer ce taux important. Bien sûr, le fait de prolonger la vie du vêtement, ça permet de compenser, entre guillemets, les impacts de production sur plus d'années de vie. On a un chiffre qui existe qui dit que quand on prolonge juste 2 années la vie d'un vêtement, ça permet de réduire jusqu'à 70% ces impacts carbone-eau. Donc voilà, c'est vraiment le principe d'amortir presque sur plus d'années de vie, parce que le coût environnemental de production d'un vêtement est vraiment énorme. C'est vraiment l'industrie lourde. Si on se concentre sur le carbone, qui est notre impact le plus matériel, parce qu'évidemment il y a beaucoup de transport, on est vraiment une plateforme logistique, donc on envoie des produits un peu partout dans le monde. On travaille encore une fois sur 2 volets, sur la réduction de notre intensité carbone. Donc là bien sûr on va par exemple s'assurer que l'algorithme pousse toujours en priorité les produits locaux. On va remplacer autant que possible l'aérien par la route, sur toutes les routes où c'est possible. Et puis on a ce volet émissions évitées en se basant sur les données de la Commission européenne sur l'impact de production des vêtements, l'impact climat carbone de production des vêtements, on sait que malgré le fait donc qu'il y ait encore des produits qui prennent l'avion sur Vestiaire, on génère 2 fois moins d'émissions qu'on en évite. Et enfin très important, les études consommateurs, parce que tout ça n'est vrai que si on s'assure que les achats en seconde main viennent bien remplacer, substituer des achats de neuf, parce qu'évidemment s'ils viennent en plus, ça n'a pas aucun intérêt, parce que ça a l'intérêt de se mettre à la seconde main, mais on ne peut pas parler d'impact évité. Donc on interroge nos consommateurs pour savoir, réfléchissez à votre dernier achat, est-ce que vous diriez que ça vous a permis d'éviter pendant un certain temps de racheter du neuf, est-ce que c'était même du 1 pour 1, est-ce que vous n'êtes pas sûr, peut-être, voilà. Et à partir de ça, on a sorti un chiffre qui nous a plutôt positivement surpris parce qu'il est plus élevé que les chiffres d'études tiers qu'on avait, qui est de 70%. Donc 70% des achats sur Vestiaire Collective remplacent directement un achat de première main. Et ça, on pense que pour le coup, c'est vraiment lié à notre modèle et à notre choix d'être plutôt haut de gamme et aussi à la communication et au marketing qu'on revendique, qui est vraiment de pousser les utilisateurs à investir. En fait, le fait d'être en seconde main, ça permet d'accéder à des produits de meilleure qualité. Ça, c'est quelque chose qu'on appelle l'upscale effect chez Vestiaire, qui est que si j'ai un budget de 50 € par mois ou de 100 € par mois ou de 200 € par mois en mode, en première main, je vais pouvoir peut-être m'acheter du Zara, alors qu'en seconde main, je vais pouvoir peut-être passer sur du Isabelle Marant ou du Céline ou du etc. Et donc, ça permet vraiment d'aller chercher des pièces de meilleure qualité.
et donc qui auront une meilleure durabilité. Et on a, encore une fois, donc lié à nos études consommateurs qu'on fait notamment avec le BCG, on a un autre chiffre sur cet upscale effect qui est de 85%. Donc 85% des utilisateurs vestiaires collectifs disent que utiliser notre plateforme leur permet de s'éloigner progressivement de la fast fashion et d'acheter moins mais mieux, donc d'investir. Le marché de la seconde main, il croît plus vite que le neuf, il croît plus vite que la fast fashion. Donc ça, c'est des stats encourageantes. Mais malgré tout, bon, on va se regarder en face, ça reste des cacahuètes quand on regarde les volumes d'achat au global. C'est difficile de trouver les chiffres parce que selon si c'est en volume ou en absolu, mais on dit autour de 4% des ventes. Voilà. Ou dans certaines études, les Français, par exemple, 50% des Français ont acheté une pièce en seconde main cette année. Bon, c'est cool, mais c'est pas assez, en fait. Quand on regarde le degré d'urgence climatique et environnementale dans lequel on est, on veut vraiment que ce marché explose beaucoup plus vite et on veut vraiment aider les gens à transiter vers de la seconde main, à la fois à l'achat et à la fois à la vente, à faire circuler leurs pièces. Et donc pour ça, on agit à différents niveaux. On a une partie de lobbying, parce qu'on pense que les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle très important, par exemple avec des incitations fiscales. On parle beaucoup de TVA verte. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de raison de retaxer les produits en seconde main qui ont déjà été taxés en première main. Ça nous permettrait, nous, de baisser notre commission et toujours dans cette dynamique de rendre accessibles des pièces durables. En plus, ces incitations fiscales ont vraiment fait... on a la démonstration avec l'industrie automobile, par exemple, que ça fonctionne. L'industrie automobile est presque à l'équilibre entre l'achat d'occasion et de neuf. Mais parce que elle a reçu énormément de subventions et d'aides des pouvoirs publics. Donc, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. Ensuite, il y a bien sûr, je pense, la communication, le marketing... on apprécie beaucoup, par exemple, le marketing de Back Market. Voilà, vous êtes des héros d'acheter de la seconde main pour faire réaliser aux gens. Et nous, vraiment, on s'inspire de ça et on utilise nos chiffres dans nos communications, dans nos CRM, etc. pour vraiment encourager les gens et leur montrer que leur acte d'achat en seconde main n'est pas le même qu'un achat en première main. Et puis fluidifier au maximum l'expérience client pour que ce soit aussi facile de trouver ce qu'on cherche en seconde main qu'en première main. Et puis le dernier volet, je pense, c'est aussi de prendre conscience des principales critiques qui sont faites à ce marché explosif de la seconde main, qui est un peu l'effet rebond. Voilà, est-ce que finalement on n'encourage pas la surconsommation ? Justement avec cette accessibilité, donc en fait c'est moins cher donc je peux en acheter plus, ou alors pire, il y a un marché de la seconde main donc en fait j'ai pas besoin de réfléchir beaucoup à ce que j'achète parce que je pourrais toujours le revendre. Plusieurs choses. Déjà c'est une des raisons pour lesquelles on a pris la décision récente de vraiment arrêter la fast fashion, de sortir de ce marché-là qui justement n'a quelque part déjà aucun sens en seconde main, parce que déjà que le modèle économique en première main, il faudra quand même expliquer comment on vend un t-shirt à 5 € et on rémunère les ouvriers qui l'ont fabriqué. Mais en seconde main, c'est pareil. Nous, on a un modèle de commission. Je comprends. Enfin, il n'y a pas de modèle économique pour une pièce à 5 €. Ça, c'est une première chose. Mais au-delà de ça, en plus, une pièce à 5 €, généralement, elle se déforme au bout de 1 ou 2 lavages. Elle n'a pas cette capacité, en fait, à avoir une deuxième et une troisième vie. Et puis, elle n'est pas dans cette dynamique que nous, on prône auprès de nos utilisateurs du moins mais mieux. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment investir. Même un t-shirt en coton, on peut investir dans un bon t-shirt en coton bien tricoté qui va tenir en fait dans le temps. Et par ailleurs, la fast fashion, en plus d'être désastreuse dans ses conditions de production, est aussi désastreuse dans sa fin de vie. Je pense que maintenant, tout le monde a bien pris conscience de ça parce qu'il y a une ONG qui s'appelle The Ore Foundation qui fait un travail formidable pour éveiller les consciences sur ces sujets. Mais donc nos déchets textiles des pays occidentaux, ils sont principalement envoyés en Afrique, qui en reçoit en fait, enfin en Afrique et d'ailleurs en Amérique du Sud, dans pas mal de pays en développement, qui en reçoivent en fait une telle quantité que c'est complètement ingérable. Ils n'ont pas du tout les capacités, les infrastructures pour le gérer. Et puis de toutes les façons, c'est trop en fait. Même s'ils pouvaient les gérer, on génère vraiment mais beaucoup trop de déchets textiles. On est vraiment dans un système de surproduction et de surconsommation qui a atteint des seuils phénoménaux. Et donc voilà, ça aussi, ça a évidemment contribué à notre décision de sortir de la fast fashion. On ne veut pas participer à ce système d'une manière ou d'une autre. Et donc, si on continue de donner une option aux gens de revendre de la fast fashion, on continue à les encourager à acheter de la fast fashion. Et c'est pas ce qu'on veut.
Dans mon quotidien en tant que consommatrice, alors ça va paraître très corpo, mais j'essaye vraiment de m'appliquer le triptyque moins, mieux et de seconde main. Je pense vraiment qu'il faut qu'on fasse moins. On n'a pas le choix. Par ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de plaisir à faire moins. Je crois beaucoup à la sobriété heureuse, au minimalisme. Et je pense aussi que par contre, il faut être en phase et OK avec le fait qu'on a tous des paradoxes, que parfois le pragmatisme prend le dessus, et qu'on peut pas être parfait dans toutes les sphères de sa vie. Je dis ça parce qu'en plus, depuis que je suis devenue mère récemment, je me rends bien compte qu'avoir un enfant, en termes de développement durable, c'est pas toujours évident. Et puis voilà, je pense aussi qu'il faut pas se laisser miner par l'éco-anxiété. C'est évidemment bien d'être conscient de ces enjeux, mais voilà, il faut pas que ça nous fige dans toutes nos sphères au quotidien. Il faut garder du plaisir, de la légèreté, et surtout dans la mode. La mode, c'est aussi du plaisir de s'habiller et de se sentir bien dans ses vêtements. Retrouvez tous les épisodes d'On the Way sur vos plateformes de podcast habituelles et sur le site personal-finance.bnp Paribas. Les liens et références cités par nos invités sont à retrouver dans le texte d'introduction de chaque épisode. Et si vous souhaitez témoigner à notre micro, écrivez à nicolas.meunier@bnpparibas.com. À très bientôt!